Et j'espère que ce ne sera pas redondant avec les exposés précédents. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt, mais comme vous le disiez, c'est un sujet d'actualité brûlant, et ce que je veux dire n'engage que moi, mais c'est aussi la source et une réflexion commune avec plusieurs généticiens, et notamment Delphine Héron et Jeanne Amiel, avec lesquels on vient d'écrire un texte sur ce sujet. Donc je ne vais peut-être pas revenir sur les définitions qui viennent d'être présentées, mais du coup, moi je vais me focaliser là sur les données incidentes. Donc là aussi, Françoise a parlé d'évolution des techniques. C'est vrai que l'évolution est majeure en 20 ans, et on est passé la fin de la Seconde Guerre mondiale à maintenant du karyotype standard, c'est-à-dire de compter les chromosomes, de visualiser les chromosomes, au séquençage du génome en routine. Et il faut bien que vous ayez conscience que aujourd'hui, pour le généticien, c'est l'examen de routine, dans le sens où c'est ma première prescription hebdomadaire. On m'en prescrit tous les jours, dans le cadre de maladies rares, mais aussi dans d'autres cadres, parce que ce n'est pas uniquement les généticiens qui prescrivent ces analyses. Tout médecin peut être amené à prescrire un génome. Et donc ça, cette évolution, c'est lié à la baisse du coût, puisque maintenant, je ne vais pas regarder, mais peut-être qu'on peut en trouver pour $100, c'est peut-être de cet ordre-là. Donc c'est bien sûr cette baisse de coût qui a fait que c'est utilisé de plus en plus, et du fait aussi que dans le cadre des maladies rares, qui sont souvent génétiques, c'est un outil très important, puisque maintenant, grâce à cette technique, on arrive à avoir un diagnostic peut-être 2 fois sur 3, alors qu'il y a peut-être moins de 10 ans, c'était peut-être plutôt 1 fois sur 10. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est que maintenant, cette utilisation ne va pas rester cantonnée au domaine des maladies rares, et maintenant c'est utilisé en oncogénétique, dans le cadre d'un plan qui s'appelle Plan France Métiers Génomiques, qui propose d'avoir accès à deux plateformes de séquençage en France. Et une des évolutions probables de la génétique, c'est de passer du diagnostic au dépistage. Et donc il y a plusieurs projets en cours à l'étranger, mais aussi en France, de dépistage préconceptionnel, c'est-à-dire dépister les couples qui seraient à risque d'avoir un enfant atteint, notamment de manière excessive, et de dépistage néonatal, de remplacer toutes les techniques de dépistage biochimique ou autres par une seule technique génétique, puisque la plupart de ces maladies sont génétiques. Donc voilà. Alors après, une question, c'est qu'est-ce qu'on trouve quand on prescrit un génome ? On trouve beaucoup de choses. Vous voyez, 4 à 5 millions de variations. Donc bien sûr, c'est très important. Mais bien sûr, qui ne sont pas toutes responsables de maladies. Mais néanmoins, vous voyez que pour n'importe quel génome, en moyenne, on retrouve environ 50 variations qui ont déjà été décrites comme en lien avec une maladie recensée génétique. Donc bien sûr, c'est énorme. Alors, tout notre rôle avec nos collègues biologistes, c'est de faire le tri aujourd'hui pour arriver à un diagnostic. Donc ça, c'est pour la donnée primaire. Donc on a des outils pour ça, pour passer de ces 5 millions de variations à une seule responsable de la maladie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on se sert de la fréquence de la variation, parce que nous, on cherche des maladies rares, de la nature de la variation, suivant le type de variation retrouvée, bien sûr ce qui est décrit dans la littérature, et aussi l'analyse familiale qui est souvent indispensable pour interpréter. Et parfois d'autres tests peuvent être nécessaires. Alors, une question qu'on s'est posée, donc vous voyez, quand on fait un génome, en moyenne c'est 50 variations, mais on s'est dit,
la question qu'on s'est posée, c'est mais si on fait l'analyse dans le cadre habituel, c'est-à-dire de la recherche d'une maladie rare, peut-être qu'on ne trouvera pas de données incidentes parce qu'on va utiliser des filtres qui vont faire qu'on va rechercher que des variations extrêmement rares, et du coup on ne va pas retrouver ces données incidentes. Alors ça, c'est une question qu'on s'est posée. Il n'y avait pas vraiment de réponse dans la littérature, et du coup, très simplement, on allait regarder 30 génomes qu'on avait déjà fait, en se mettant dans le contexte d'une analyse de routine. Et ce qu'on a vu, c'est que on retrouve, alors on n'en trouve pas 50, mais on en trouve à peu près quand même 2 à 3 par individu. Et donc, comme on fait les analyses en trio avec les parents, en moyenne 5-6 par trio. Ce qui est quand même déjà considérable. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, ça me paraît important, c'est de vous mettre dans la peau en fait, de la personne qui analyse. Parce que moi j'ai déjà fait dans mon cursus d'analyse d'exome et de génome, et en fait, notamment dans le cadre de la recherche, on voit plein de variations, et on en recherche une parmi des milliers, mais on peut voir plein d'autres variations, mais il y en a tellement que finalement on n'y prêtait pas attention, si vous voulez. Et ça paraissait même pas possible d'aller regarder ce qu'il y avait autre que la donnée primaire. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, à un moment, je me disais que finalement, il ne pouvait pas y avoir de données incidentes en faisant un séquençage de génome, parce qu'il faudrait qu'il y ait une démarche quand même active de la personne qui analyse pour aller retrouver une variation. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc voilà, donc, la personne qui analyse, elle a accès à, vous voyez, devant son écran, à toute une liste de gènes avec les variations qu'on tient trouver dans le génome. Et lorsqu'il y a une variation pathogène, ça apparaît. Ça apparaît comme vous voyez là, en gros. Donc, dans un sens, là, c'est pas possible de ne pas le voir, finalement. Et donc, ça, c'est un point très important. D'autant plus qu'une première façon d'interpréter le génome, c'est de filtrer par la recherche de ces variations pathogènes. Plutôt que d'aller chercher quelque chose qui n'est pas connu, il y a la première façon de filtrer, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui est connu pour être pathogène dans le génome. J'espère que je suis clair. Donc voilà, donc on va les voir. Alors on va les voir, mais jusque-là, on les rendait pas. Donc là, il n'y avait pas il peut y avoir une discussion, mais en tout cas, jusque-là, en tout cas dans le cadre du plan France Métiers Génomiques, on proposait pas, il n'y avait même pas de case dans le consentement pour savoir si les personnes voulaient ou pas qu'on leur rende ce type de données, parce que c'était pas, on ne les rendait pas. Mais, donc, comme vous avez dit Françoise, le contexte législatif vient de changer, et donc, la loi indique la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale, ou avec l'objectif initial, mais dont la connaissance permettra à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques, c'est très important, parce que ça augmente très largement l'étendue des variations qu'on peut rendre, ou de soins. Donc ça, c'est la loi. Donc si on suit à la loi, ça veut dire que dès qu'on verra apparaître pathogène, il faudrait le rendre. Alors, ça nous pose beaucoup de questions, ce changement. Parce que donc, une des étapes dans la prescription, qui précède la prescription de la génétique, c'est de faire signer un consentement dit éclairé. Et aujourd'hui, déjà, c'est une étape complexe parce que le consentement, je ne vous l'ai pas mis dans les détails, il est déjà très complexe. Et j'ai des études qui ont montré qu'il fallait avoir un niveau quand même, je ne sais plus, bac plus combien, mais avoir un niveau assez élevé pour comprendre tous les enjeux liés au consentement classique. Donc nous on aborde les méthodes d'analyse, les objectifs, le rendement, l'impact sur la prise en charge, le conseil génétique, l'information à la parentèle, donc c'est ensuite à la famille qui aura d'informer sur la parenté, la conservation des données,
leur possible réanalyse et que ça puisse être utilisé dans le cadre du diagnostic ou de la recherche. Donc c'est déjà beaucoup d'informations. Et donc si on devait informer des données incidences, il faudrait informer à ce moment-là du champ des différentes maladies dépistables. Mais en fait, ce champ est immense, parce que ça concerne toutes les maladies génétiques possibles, donc ça paraît compliqué. La notion d'actionnabilité, alors ça c'est quelque chose qui est assez nouveau en génétique, c'est le fait qu'on puisse ou pas avoir des mesures de prévention en lien avec la variation. Voilà. Des différents modes de transmission, par exemple, des transmissions. Les problématiques d'interprétation des variations, qui sont encore plus complexes dans le contexte d'une incidente, et puis aussi les variations de signification inconnues. Donc, ça ouvre le champ et ça complexifie largement. Alors, bon, juste, je voulais parler de ça, mais on n'a pas fait d'études très poussées comme Françoise, mais à Nantes, une expérience du quotidien, c'est que lorsqu'on propose, notamment dans le cadre de l'analyse chromosomique, aux personnes, si elles veulent savoir s'il y a autre chose qu'on trouverait par hasard, lorsqu'on propose ça comme ça, tout le monde coche oui. 95%. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'on propose l'analyse du génome ou d'exome, on avertit qu'on va regarder uniquement ce qu'on a rapport avec la maladie. Et là, aussi, tout le monde est d'accord avec ça, ça pose pas de problème. Et donc là, après, je vais pas parler des études dont a parlé Françoise dans le cadre des projets FIND et FICAI, qui montrent aussi qu'il y a des différences d'acceptation et de réfutation, des différences très significatives entre les services hospitaliers. Donc sûrement que les opinions sûrement des médecins qui font signer ces consentements doivent avoir un rôle probablement. Alors, une autre problématique majeure, c'est interpréter. Donc, aujourd'hui, c'est toute la difficulté, le génome on prescrit largement, mais toute la difficulté, c'est d'interpréter le génome. Alors, déjà, interpréter la donnée primaire, c'est complexe, avec pourtant des personnes qui ont un phénotype très particulier. Mais là, ça rajoute un niveau de complexité, notamment pour le biologiste qui est responsable de l'analyse primaire, parce que c'est le même biologiste qui va faire les deux analyses. Mais souvent, les biologistes sont spécialisés par domaine, et donc ça nécessiterait que le biologiste qui fasse cette analyse ait aussi des connaissances et la capacité d'identifier et d'interpréter des variations qui ne sont pas dans son domaine d'expertise. Une autre question, qui est peut-être théorique mais qui existe quand même, c'est quelle est la responsabilité du biologiste qui n'aurait pas identifié un variant qui aurait ensuite un impact par contre de prévention, de soins ou de conseil génétique. Et donc, qui aurait pu être responsable d'une maladie qui aurait pu être prévenue. Et donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on pouvait identifier des dizaines de variations par individu, et ça paraît quand même compliqué de rendre une liste d'une dizaine de variations par individu. Et donc, le biologiste qui va être responsable de l'analyse primaire, il va être en difficulté, puisque la plupart des gènes qui vont être étudiés ou identifiés sont en dehors de son domaine d'expertise. Et le point aussi peut-être plus important, c'est le risque d'erreur d'interprétation qui est majoré dans ce contexte de l'incidence, parce que la personne n'a pas de site clinique en rapport avec ces variations. Et donc, il faut bien voir que l'interprétation du génome, ça se fait avec les biologistes et les médecins, et que sinon, on peut un peu faire tout dire à un génome s'il n'y a pas ce binôme. Alors après, une question, c'est quelles données incidentes seraient pertinentes à rendre s'il y avait à choisir? Alors, peut-être que ce serait des variations considérées comme actionnables dans des gènes dits actionnables, mais la définition d'actionnable, en tout cas pour moi, n'est pas forcément très claire. Si vous disiez, c'est une notion nouvelle en génétique. Est-ce que permettre du conseil génétique, est-ce que c'est actionnable? Dans un sens, pourquoi pas. Quelle pénétrance, c'est-à-dire
pénétrance, c'est la probabilité de développer des signes lorsqu'on est porteur de la variation. Est-ce que pour des variations pour lesquelles le risque finalement serait très faible, on ne les rendrait pas, alors que pour d'autres, à l'inverse, il faudrait les rendre. Là aussi, ça paraît compliqué de déterminer cette pénétrance, notamment parce qu'on sort aussi du contexte habituel d'une analyse génétique dans un contexte familial, et que jusqu'à maintenant, la plupart des analyses génétiques étaient faites dans ce contexte, et avec sûrement du coup une pénétrance plus élevée. Ça a été montré notamment pour la cardiogénétique, que lorsqu'on fait des analyses dans la population générale ou dans le cadre de données secondaires, la pénétrance est plus faible. Et donc on sera amené à, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, à identifier des patients en devenir, dont certains développeront aucun signe par rapport à la variation. Mais donc, aussi, ce qui rend les choses plus complexes, c'est dans le texte de loi d'avoir indiqué que toute variation, y compris de conseil génétique, devrait être rendue. Et en fait, ça amène à rendre, si on suit ça à la lettre, toute variation pathogène, puisque toute variation pathogène va avoir un rôle en termes de conseil génétique. Alors, une autre question qui a aussi été abordée précédemment, c'est comment et quand les rendre. Quelles sont les modalités et la temporalité pour rendre ces données. Alors, est-ce qu'il faudrait les rendre au sein d'une même consultation, en même temps que la diagnostic primaire? Sauf que souvent, ce sont quand même des annonces assez difficiles. Donc, terminer la consultation en disant alors voilà, ça c'est le diagnostic primaire, mais alors vous souvenez, vous aviez coché que vous vouliez savoir autre chose. Donc, voilà, j'ai toute une petite liste ensuite d'autres variations à faire connaître. Donc, certains trouvent que ça paraît compliqué et donc proposent de dissocier les annonces. Alors, pourquoi pas? Mais il faut aussi annoncer qu'il faut revoir les gens, ce qui n'est pas toujours le cas en génétique. Et c'est aussi quelque chose de complexe de multiplier les consultations et de dissocier ces annonces, notamment dans le contexte actuel, qui est d'un délai de 6 mois à 1 an pour les consultations génétiques. Et cette question-là, elle est encore plus prégnante en prénatal. Parce que, bien sûr, c'est une situation particulière. Faire les deux annonces dans le contexte de la grossesse, ça paraît peut-être encore plus compliqué, mais d'un autre côté, attendre la fin de la grossesse et revoir éventuellement la femme enceinte pour donner un autre résultat, ça paraît aussi compliqué à organiser. D'autant plus que le résultat, il pourrait aussi avoir un impact éventuellement sur la grossesse. Donc, c'est des questions qui n'ont pas forcément de réponse, en tout cas aujourd'hui, en tout cas pour moi. Et un autre point, c'est que ce serait peut-être bien de rendre ces données, mais il faut aussi ensuite, si ça prédispose à un problème cardiaque, il faut avoir ensuite quand même organisé tout un réseau de prise en charge d'aval avec des soignants compétents qui sauront interpréter, pas forcément la variation, mais en déduire un suivi adapté. Et ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas mis en place aujourd'hui. Un autre point majeur aussi, je pense, c'est la cohérence avec l'encadrement légal des tests présymptomatiques qui viennent d'être décrits auparavant. Donc, on vient de vous décrire l'encadrement légal qui est très strict du diagnostic présymptomatique, puisque les personnes doivent voir deux médecins, un généticien et un spécialiste, souvent un neurologue, entre-temps voir une psychologue, et c'est uniquement après ces 3 consultations qu'elles font le choix de faire le prélèvement sanguin, et ensuite de revenir ou pas pour avoir le résultat. Donc ça, c'est l'organisation qui est assez lourde, mais qui est en place pour les diagnostics présymptomatiques. Et ça, c'est fait par certaines équipes pluridisciplinaires qui ont un protocole déclaré au niveau de l'agence de médecine.
Et donc les objectifs, c'est d'accompagner dans la démarche individuelle, d'aider la prise de décision, de limiter les conséquences psychologiques et de respecter le droit de savoir. Et donc, ce qui vous était dit tout à l'heure, c'est que finalement, par exemple, pour les maladies neurogénétiques graves, seulement 25% des personnes à risque font ces démarches. Et aujourd'hui, même si c'est très lourd, personne n'allait remettre en question ce protocole en disant vraiment, je ne sais pas, les généticiens, c'est très lourd vos démarches, vous pourrez faire autrement plus simplement. Personne n'a, ni du côté des soignants, ni finalement, à ma connaissance, des personnes qui sont passées par ces étapes. C'est quelque chose qui n'est pas remis en cause. Mais pourtant, du coup là, pour les données incidentes, ça équivaut à un diagnostic présymptomatique sans avoir eu recours du coup à cette démarche-là. Le dernier point par rapport à ça, c'est pour les mineurs. Pour les mineurs, on ne peut pas faire de diagnostic présymptomatique s'il n'y a pas de bénéfice direct pour le mineur. Et du coup, comme on pourrait rendre des données qui ont un rôle pour le conseil génétique, on pourrait très bien, à ce moment-là, si on suit la loi comme elle est indiquée, rendre des données aux mineurs qui est atteint d'une maladie génétique, et donc à ce moment-là les rendre aux parents, alors même qu'il n'y a pas de bénéfice direct pour lui, mais qu'il y a des bénéfices de conseil génétique pour la famille. Et par contre, si par exemple la famille a d'autres enfants, si on se réfère à la loi, on n'a pas de raison d'aller faire un diagnostic présymptomatique chez un autre membre de la fratrie. Donc là, il y a quand même une contradiction qui n'est pas évidente. Donc voilà, vous voyez que les questions sont très, très nombreuses, sans forcément que j'ai des réponses toutes, bien sûr. À mon sens, il y a deux positions, finalement, deux positions possibles, et c'était un peu la conclusion, je crois, tout à l'heure. C'est finalement ces données incidentes, soit on considère qu'il ne faut pas les rendre du fait qu'il y a une incertitude scientifique d'un éventuel bénéfice clinique allant. Et aujourd'hui, à ma connaissance, ce n'est pas démontré véritablement. Ou l'autre position, c'est de dire, quand même, peut-être qu'il y a un bénéfice, et du coup, on ne peut pas ne pas les rendre. Donc là, il y a un clivage et il y a deux positions possibles. Ce qui nous paraît un peu étonnant, c'est cette évolution législative qui impose une façon de faire qui est indépendante justement d'un consensus scientifique ou au moins professionnel. Et le dernier point majeur, mais que j'ai déjà évoqué, c'est comment déterminer un risque à partir d'une variation incidente. Parce que je vous disais, aujourd'hui, les données dont on dispose, les estimations de pénétrance et donc de risque, et donc les prises en charge, découlent de familles dans lesquelles il y a souvent des formes sévères. Et du coup, le risque est probablement moindre dans ces données incidentes. Et pour l'instant, finalement, on calque la prise en charge sur ce qui a été fait, proposé auparavant. Et donc ça, c'est un problème majeur si on se lance dans le rendu de ces données. Voilà, merci.